Ce jour-là, il pleuvait. La rivière était en crue. On ne pouvait pas traverser avec nos bébés et nos enfants. On est resté bloqués sur la berge quand des soldats sont arrivés et nous ont encerclés. Ils ont donné des coups de couteau aux hommes et ils leur ont tiré dessus. Ensuite, ils ont dit « Taisez-vous les Rohingyas » et ils nous ont battus, nous les femmes, avec de grands bâtons. Puis un groupe de 10 soldats nous ont enlevés, moi et 6 autres femmes. Quand ils nous ont emmenés, mon plus jeune frère m'a dit « Adieu ma sœur ». Je ne peux pas raconter les horreurs qu'ils m'ont fait subir. L'opération est baptisée nettoyage. À l'été 2017, dans l'ouest du pays, l'armée birmane met la province de l'Arakan à feu et à sang. Près de 500 villages sont brûlés. C'est tout un peuple qui fuit à travers forêts et collines. Des Rohingyas. Des musulmans indésirables dans un pays à majorité bouddhiste. Après des jours de marche, les survivants atteignent la frontière. Sur l'autre berge, le Bangladesh. On n'a plus de maison. Les militaires nous ont battus. J'ai perdu ma fille. Elle est un peu plus grande que cet enfant. Mon père et ma mère, eux aussi, ont disparu. Quand ils ont brûlé le village, j'ai pris ma femme et les enfants qui étaient là et j'ai couru aussi vite que possible. Depuis, je ne retrouve plus ma fille. Sur la route et près de la rivière, j'ai vu des cadavres d'enfants et tellement de morts. Partout, on a vu des cadavres, des corps mutilés, des corps brûlés. La répression fait des milliers de morts en Arakan, la province où vivent les Rohingyas. La plupart d'entre eux fuient la Birmanie, leur pays. Le Bangladesh accueille sur son sol 700 000 réfugiés. C'est un cas d'école de nettoyage ethnique. Qui peut nier qu'il puisse y avoir des éléments de génocide? Un génocide. La justice internationale n'a pas encore statué, mais de nombreux chercheurs et diplomates défendent cette thèse. Aucun doute en revanche sur la préméditation. Ça veut dire que la décision a été prise par ceux qui sont au pouvoir. Ça prend du temps et ça suppose une planification des moyens. Est-ce que c'était prémédité? En Birmanie, il y a toujours un plan. Ça vient toujours d'en haut.
Il faut s'y être préparé, l'avoir organisé. Les autorités ont armé des communautés hostiles aux Rohingyas qui entouraient leur village. Ils ont été dressés pour tuer. Des groupes de moines parcouraient les écoles du pays pour expliquer aux enfants les dangers de l'islam. Depuis des années, il flotte en Birmanie comme un parfum de génocide. Mais le racisme n'explique pas tout. À qui profite ce crime contre l'humanité ? Au Bangladesh, le plus grand camp de réfugiés au monde. Ici, les Rohingyas racontent tous la même histoire, les mêmes violences, les mêmes méthodes. Un nom est devenu synonyme de crime contre l'humanité. Tulatoli. Loin de leur terre, les rescapés de ce village témoignent. Ils décrivent une mécanique bien rodée. À 8 heures ce matin-là, les soldats sont entrés dans notre village, par le nord. Quand ils sont arrivés, ils ont brûlé les maisons et ils tiraient des coups de feu. Là, on s'est dit, faut y aller. On a pris nos affaires et on a fui. On a pris nos sacs, nos enfants, et on a couru jusqu'à la plage. Là-bas, on s'est caché sur la berge. Mais à ce moment-là, les soldats nous ont encerclés. Les gens couraient dans toutes les directions. Certains tombaient par terre, d'autres se jetaient à l'eau. Ils nous ont tous rassemblés sur la berge, et c'est là qu'ils ont séparé les femmes des hommes. Là, ils ont tiré et ils ont tué les hommes. Pour éviter les balles, on a plongé dans la rivière. On était 4 ou 5. On s'est réfugiés sur la rive opposée. De là-bas, on a vu ce qui arrivait à ma femme et à toutes les autres. On a tous regardé ce qu'il se passait. Ils tiraient sans discontinuer. Et nous, on regardait, en pleurant. Ma femme et moi, on avait un bébé. C'était notre premier enfant. Je regardais et je pleurais. Quand tous les hommes étaient morts, ils ont commencé à jeter des bébés dans l'eau et à tuer les enfants à la machette, avant de les jeter dans la rivière eux aussi. Je les ai vus battre et tuer des gens. Ils ont brûlé ma maison. Ils ont jeté mon bébé au feu.
Quand ils ont terminé de tuer les hommes et les enfants, ils ont commencé à enlever les femmes, par groupe de 5 ou 6. Ils nous ont emmenés dans une maison, les yeux couverts, les bras et les jambes ligotés. Et ils nous ont violés. Ils n'avaient aucune pitié. Les soldats sont venus 3 fois pour nous voir. Ensuite, ils nous ont laissés sur le sol et nous ont enfermés à clé. C'était déjà la fin de l'après-midi. Et là, j'ai pensé qu'on allait mourir. J'ai fermé les yeux et fait mes dernières prières. À ce moment-là, ils ont mis le feu à la maison. Mais j'ai pu ramper vers l'extérieur et je me suis retrouvée dehors. Avant, j'avais peur de mourir, mais maintenant je ne crains plus la mort. Des femmes séparées des hommes, des enfants massacrés, des viols systématiques. Le mode opératoire se répète dans la plupart des villages. Ces images sont filmées quelques heures après la mise à sac de Tulatoli, un peu plus bas sur la rivière. Les massacres ont fait des centaines de victimes, dans un village où vivaient 1500 Rohingyas. Matthew Smith dirige une ONG de défense des droits humains en Asie. Il enquête sur les exactions dont sont victimes les Rohingyas. Nous avons recensé plus de 11 000 soldats de 27 bataillons qui ont participé aux attaques. Ça veut dire que la décision a été prise par ceux qui sont au pouvoir. Ça prend du temps et ça suppose une planification des moyens. Tous ces éléments montrent qu'il y a une intention de génocide. Les témoignages des rescapés sont unanimes. Les militaires n'étaient pas seuls. Les civils et les militaires l'ont fait ensemble. Ils étaient au moins 500. Les villageois, eux aussi, ont tué, brûlé les maisons. Je les ai vus blesser des gens avec leurs couteaux, trancher des gorges, jeter des bébés au feu. Ils l'ont fait sur ordre des militaires. Civils et militaires, main dans la main. Sur ces images filmées par un soldat birman, un officier en tenue de combat s'adresse à des villageois bouddhistes. Ces gens-là n'arrêtent pas de se reproduire. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est pour ça qu'ils sont une menace pour nos minorités ethniques. Ils veulent envahir toute la province de l'Arakan. Ensuite, ils vont conquérir tout le pays pour le contrôler. C'est ça qu'ils ont à l'esprit. On ne doit pas avoir peur de ces métèques. L'officier dévoile ensuite les plans de l'armée birmane. Nous allons les réprimer rapidement et sévèrement. N'ayez aucun doute là-dessus. Nous allons bientôt nettoyer leur village. Un groupe de soldats aura pour mission d'épurer la zone, pendant qu'un autre empêchera les Rohingyas de fuir.
Il nous décrit ce que les militaires ont fini par faire. Attaquer les villages Rohingyas en les empêchant de fuir pour les massacrer et dans d'autres cas en les chassant vers le Bangladesh. Nous n'avons ni sac à dos ni nourriture et nous ne dormons pas. Nous sommes venus ici avec nos fusils et nos balles pour les vaincre. Dans cette mission, on compte sur vous pour nous aider. Prouvez votre courage. Prenez des machettes, armez-vous de bâtons. Même les anciens et les jeunes enfants doivent se battre pour les vaincre. Ce soldat encourage des civils à prendre les armes. Et au final, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Les villageois ont pris des outils de ferme, des sabres, des couteaux et parfois même des armes à feu. Ils sont devenus les supplétifs des forces armées birmanes et ils ont participé au massacre. Après avoir assisté à leurs entraînements, un témoin nous l'a décrit en ces termes. Ils ont été entraînés pour tuer. Armer des civils pour en faire des milices contre un autre groupe ethnique est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité. Dans le village martyr de Tulatoli, un homme a fait le lien entre l'armée et les milices. Ankyo Singh, un bouddhiste, nommé administrateur du village Rohingya par le gouvernement, juste avant la répression. Les rescapés sont unanimes. Il est le principal responsable des massacres. C'était leur voisin. Avant les massacres, il venait très souvent dans le village avec des soldats et il menaçait de nous chasser et nous tuer. Il disait qu'il ne laisserait personne de vivant là-bas. Ankyo Singh nous a tendu un piège dans le seul but de nous massacrer. Quand on a commencé à avoir très peur, on lui a demandé s'il y avait un risque que des gens soient tués. Il a répondu « Mais non, pas du tout. Quand les militaires vont venir, il faudra vous rassembler sur la plage. Ils vont brûler les grandes maisons, seulement les grandes maisons. Ensuite, ils repartiront. À ce moment-là, vous pourrez retourner chez vous quand les soldats seront repartis. » S'il ne nous avait pas dit ça, on aurait fui dans une autre direction. C'est uniquement à cause de cette fausse information qu'il y a eu autant de morts. Ankyo Singh était pourtant très proche des Rohingyas. Mais un an avant la répression, il s'est mis à les menacer. Son ami d'enfance peut en témoigner. Ankyo Singh vient d'une famille très pauvre. Il a été nommé maire parce qu'il avait promis aux bouddhistes de se débarrasser de tous les musulmans du village. Sinon, il n'aurait jamais eu le poste. Il ne sait même pas écrire son nom. Ça, c'est ma famille, ma femme et mon enfant. Ils ont tous été tués à cause de lui. C'est la seule photo que j'ai d'eux. J'ai acheté ce téléphone juste pour cette photo. Mon enfant me manque terriblement. S'il avait voulu, Ankyo Singh aurait pu tous nous sauver. Ramzan a conservé le numéro de son ancien ami. Régulièrement, il tente de l'appeler pour comprendre. Il reçoit mon appel, mais il répond par de la musique.
C'est pour que ça me coûte de l'argent. L'homme se cache. Il craint les représailles. Je l'ai moi aussi contacté à plusieurs reprises. Il n'a jamais accepté de répondre à mes questions. Ces dernières années, un homme a joué un rôle de premier plan dans la préparation des esprits. Dès 2012, alors qu'il sort tout juste de prison, ce moine fait le tour du pays pour convaincre les plus pauvres des dangers de l'islam. Un vénérable, entré en politique. Ouviratu surfe sur la haine anti-Rohingya héritée de la période coloniale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, juste avant l'indépendance, la minorité musulmane s'était engagée côté anglais. De nombreux bouddhistes birmans ne leur ont jamais pardonné. Ce moine, je l'avais rencontré au sommet de sa gloire. On m'appelle parfois le moine néo-nazi, le nazi chauve, ou même le Ben Laden birman. Mais je me suis déjà exprimé là-dessus. Le prédicateur raciste est alors protégé et financé par les généraux au pouvoir. Ouviratu joue de sa popularité pour faire interdire les mariages interreligieux. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, en particulier en ce qui concerne les métèques et les viols. J'explique aux gens que partout où il y a des métèques, il y a des viols. La principale menace qui pèse sur nous, ce sont ces musulmans qui se marient avec de nombreuses femmes et qui font beaucoup d'enfants. Tout simplement car ils veulent devenir la majorité en Birmanie. Peu à peu, le moine radical voit son influence grandir. Sa parole est prémonitoire. Le gouvernement a pris la bonne décision. Il n'utilise plus le mot Rohingya. Il dit que ce sont des immigrants illégaux et qu'il faut les mettre dans des camps. Et il serait même prêt à les renvoyer dans un autre pays. Chasser les Rohingyas de Birmanie, eux qui vivent là depuis des siècles. Ce jour-là, le moine me révèle des années à l'avance les plans des généraux. C'est aussi à cette époque que ce chercheur britannique s'est rendu dans le sud de l'Arakan. Il y avait des articles dans la presse sur les problèmes posés par les musulmans. Des reportages sur des viols de bouddhistes par des musulmans qui faisaient la une des journaux. Des groupes de moines faisaient le tour du pays pour expliquer aux écoliers que l'islam était un problème. Ce spécialiste des crimes d'État a très vite la conviction qu'un génocide est imminent.
C'est la phase de stigmatisation d'un génocide. Vous faites d'un groupe d'individus un problème. Ils sont encore acceptés, ils font encore partie de la société, mais vous les pointez du doigt en disant « Regardez, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux ». Et ça, c'est la première phase d'un génocide. La haine passe du discours aux actes. Entraînés par des moines radicaux, encadrés par la police, des bouddhistes attaquent des villages musulmans. C'est le premier acte d'une tragédie qui va durer 5 ans. En juin 2012, 120 000 musulmans Rohingyas sont chassés de leur village, conduits de force vers des camps. Le sud de la province de l'Arakan est nettoyé. C'est très fort d'utiliser le terme « nuit de cristal » pour comparer la province de l'Arakan à l'Allemagne nazie. Mais pour moi, il est évident que les violences de 2012 n'ont rien de violences ordinaires, comme aimeraient le faire croire les militaires et le gouvernement birman. C'était extrêmement organisé, de la même manière que la nuit de cristal avait été organisée. Il y avait un but. Les villages bouddhistes de toute la région ont été prévenus par courrier. Des gens se tenaient prêts à être conduits en bus le jour où ça a commencé. On leur a offert des repas, on les a transportés gratuitement et on leur a dit quoi faire. Vous allez brûler ce village et chasser les Rohingyas dans cette direction. Assurez-vous qu'ils n'aillent pas ailleurs et qu'ils finissent dans ces camps. J'étais totalement choqué par le niveau atteint dans le processus génocidaire et à quel point c'était clair. Les politiciens locaux me disaient « on devrait ouvrir des camps de concentration » en utilisant le terme anglais. Peu à peu, les Rohingyas perdent leurs derniers droits. Ils ne peuvent ni étudier, ni se soigner, ni même se déplacer. Ceux qui ne sont pas enfermés dans des camps vivent cantonnés dans leur village, harcelés au quotidien. Mais après des années de persécution, un mouvement armé voit le jour en Arakan. L'ARSA, l'armée de libération des Rohingyas. Les seules images de cette mystérieuse guérilla sont ces clips de propagande. Sans uniforme, sous-équipés, l'ARSA attaque des postes de police birmans à l'été 2017. Elle met le feu aux poudres. Le 25 août, des militants Rohingyas ont tué une poignée d'officiels. Les autorités n'ont eu alors qu'à déclencher ce qui semblait être une opération très bien planifiée. Une répression massive contre la minorité Rohingya.
Elle vaut à l'armée birmane d'être accusée de crimes contre l'humanité. Province de l'Arakan, en Birmanie. La région est interdite aux journalistes. Depuis 2017, elle l'est aussi aux humanitaires. C'est un territoire sans témoins extérieurs. C'est par là. Ils peuvent passer par l'accès VIP? Pour se défendre des accusations de génocide, le gouvernement birman invite une poignée de journalistes. Le déplacement est très encadré. Tous mes faits et gestes sont observés. Nous empruntons l'unique route qui mène vers le nord, là où vivaient les Rohingyas avant l'exode. Partout, des camps militaires, des fortins. En lieu et place des villages brûlés dont les ruines sont à peine visibles. Slow down, please. Mais impossible de s'arrêter. À chaque fois que nous les traversons, la voiture accélère. Des jardins Rohingyas, il ne reste que ces troncs de palmiers carbonisés. Le chauffeur a tout vu. Mais il a reçu des consignes. Il n'a qu'un mot à la bouche. Kalar, les métèques. C'est ainsi que les bouddhistes de la région désignent les Rohingyas. Dès notre arrivée dans la capitale du nord de l'Arakan, nous sommes conduits vers une conférence de presse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une leçon de propagande servie par le gouverneur et une poignée d'officiels dans la plus belle salle de la ville. Si l'on regarde l'histoire des deux communautés, les musulmans ont toujours agressé l'ethnie bouddhiste locale. Dès qu'une occasion se présentait, ils ont pris des terres. Le gouvernement a simplement fait le nécessaire pour que le pays ne perde pas son territoire. Le nettoyage ethnique, revu et corrigé. Ni l'armée, ni la police n'ont fait fuir ces gens du pays. Personne ne les a forcés à partir. Ce sont des terroristes Rohingyas qui ont brûlé les maisons et qui les ont poussés à s'enfuir. Les accusations de crimes contre l'humanité sont balayées d'un revers de la main par le maire de la ville. Il n'y a pas eu de génocide ici. Il n'y en a jamais eu. Et je peux vous dire qu'il n'y en aura jamais. Si c'était le cas, comment se fait-il qu'il reste encore des musulmans dans la région? Pourquoi sont-ils encore ici? S'il y avait réellement eu un génocide, ils ne seraient plus là. Selon mes estimations, ils ont réussi à tuer 22 000 personnes et à en chasser plus d'1 million sans être inquiétés. Et ils ont aussi réussi à convaincre le peuple que ça n'est jamais arrivé, que c'est une information bidon, que les Rohingyas ont brûlé eux-mêmes leurs maisons et fui de leur plein gré.
C'est la dernière phase, après le génocide. Il s'agit de démentir, de réécrire l'histoire, de réinterpréter les faits pour les faire entrer dans le roman national. Mais les faits sont têtus. Quand cette photo est publiée dans la presse, ces hommes sont présentés comme des terroristes par le gouvernement birman. Ils sont en fait de simples villageois, exécutés par des soldats et des miliciens. 10 victimes parmi des milliers d'autres. Leur village est tristement célèbre. C'est l'un des symboles de la répression. À Indine, les photos satellites ne mentent pas. Quand l'armée birmane investit le village, toutes les maisons Rohingyas sont brûlées. Elles sont ensuite rasées, puis remplacées par un camp militaire. Les preuves ont disparu. Mais à Indine, 10% des habitants étaient bouddhistes. Leurs maisons sont intactes. Regardez, c'est le village d'Indine. Visibles de la route, les bâtiments militaires. Et un peu plus loin, le quartier bouddhiste. Je suis autorisé à rester 15 minutes sur place. Un villageois accepte de me parler, mais très vite un homme s'approche pour écouter la conversation. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je suis d'ici. Depuis les massacres, le village est sous surveillance. Ici, on avait des problèmes avec les métèques. Ah bon? C'est pour ça que vous les avez chassés? C'est eux qui ont commencé. Nous, on n'a rien fait. On ne les a pas chassés. Et heureusement que la police est arrivée à temps. C'est grâce à elle que nous sommes encore en vie. Sinon, on serait tous déjà morts. Tout le monde répète en boucle la version officielle. Ils étaient très nombreux, des milliers. Ils sont arrivés en criant. L'homme au poncho nous surveille encore. Oh. Hey man. Ils étaient armés? Oui, ils avaient des armes, ils avaient des machettes et même des fusils. Enfin, c'est ce que je crois parce que c'était loin, j'ai pas bien vu. Personne n'a rien vu et tout le monde me surveille. Que voulez-vous? Je ne veux rien. Moi, je suis l'administrateur du village et je prends des photos. Cet homme est le nouveau maire d'Indine. Son prédécesseur a été muté à l'autre bout du pays, comme tous les fonctionnaires impliqués dans les violences. Moi, je n'étais pas là à l'époque. Je n'étais pas ici, donc je ne sais pas ce qui s'est passé en détail. Alors, selon vous, qui a brûlé les maisons? Bah, c'est les métèques. Je n'obtiendrai rien de plus. Je cherche alors l'endroit où les 10 Rohingyas ont été assassinés. Sur cette photo, prise quelques instants avant leur mise à mort, un élément clairement identifiable. À la sortie du village, je retrouve le bâtiment présent sur la photo.
Mais dès que je m'en approche, les premières menaces. What? Okay, sorry. Yeah, we go. Je dois quitter la scène de crime sous les insultes. Pour découvrir ce qu'il s'est véritablement passé à Indine, comprendre les raisons profondes de ce nettoyage ethnique, il faut traverser la frontière, retourner au Bangladesh. La réponse se trouve dans ce camp, où vivent désormais les familles des 10 suppliciés. Tu apportes la photo? Parmi les 10 victimes, il y avait cet homme. Lui, c'est mon frère. Il s'appelait Abdou Malik. Abdou Malik était l'imam du village. Son frère nous conduit chez la femme de la victime. On vit ici avec ce qu'il reste des familles. Mariam et ses enfants ont presque tout vu. Ils font partie des rares personnes à avoir assisté à l'arrestation. Après l'avoir arrêté et frappé à la tête avec un bâton, ils nous ont tous appelés. C'est là qu'ils ont choisi 10 hommes. Ils devaient rester à genoux dans l'eau de la rizière, comme ça, les mains en l'air. Ensuite, ils les ont emmenés. C'est parce qu'ils sont racistes que les militaires et les miliciens bouddhistes ont fait tout ça ensemble. Qu'ils ont brûlé nos maisons et qu'ils nous ont chassés hors de nos terres. La haine n'explique pas tout. Tu le connais, lui? Je montre à ces rescapés les images de leurs anciens voisins bouddhistes rencontrés à Indine. Tu sais, c'est le gars qui boite. Il venait toujours au village acheter des crabes et des crevettes à crédit. C'est un bouddhiste. Elle, c'est une Natala, une déplacée. Il y a quelques années, le gouvernement a décidé de faire venir des bouddhistes d'ailleurs en Birmanie et de les installer sur nos terres. Nous, les Rohingyas, on devait construire leur maison sur nos propres deniers. Nos propriétés étaient confisquées pour leur être offertes. Ce sont ces gens qu'on appelle les Natala. Moi, par exemple, on m'a forcé à construire leur village pendant 1 mois. Avec mon argent, mes économies. Reste à savoir si ces Natala ont eux aussi participé aux violences. La réponse est dans la photo des 10 suppliciés. Vas-y, bouge un peu vers là. Eh mais je le connais, lui. C'est un bouddhiste déplacé. C'est un Natala. L'homme reconnaît un colon bouddhiste du village d'à côté.
Il porte une arme. C'est l'un des bourreaux. Ils nous ont enlevé le pain de la bouche et au final, ils nous ont tués. La colonisation des terres Rohingyas par des bouddhistes a commencé en 1990. Mais qu'en est-il depuis l'Exode? Le convoi s'enfonce vers le nord de l'Arakan. Partout des engins de chantier. La route est encore en travaux, mais des villages entiers sortent déjà de terre. Un an seulement après la fuite des Rohingyas. Des maisons en préfabriqué, offertes par le gouvernement à des bouddhistes venus d'ailleurs dans le pays. Ces villages de colons en sont la preuve. La terre des Rohingyas n'est pas restée très longtemps inoccupée. De déclaration en condamnation, la communauté internationale multiplie les prises de position pour dénoncer les crimes contre les Rohingyas. Mais la justice, elle, se fait attendre. Dans les couloirs du Palais des Nations, une femme s'apprête à défendre une fois encore la cause des Rohingyas. Depuis 2014, Yanghee Lee est la rapporteure spéciale des droits de l'homme pour la Birmanie. Il n'y a pas d'eau ici? Monsieur le Président, chers représentants, Mesdames et Messieurs, je suis honorée une fois de plus de vous présenter mon rapport sur la situation des droits de l'homme en Birmanie. Allons-nous continuer à demander au Bangladesh d'être généreux face à la crise provoquée par la Birmanie? Allons-nous dire aux réfugiés Rohingyas qu'ils vont devoir supporter cette situation indéfiniment? La réponse à ces questions doit être non, sans équivoque. Je vous implore de cesser de parler et de commencer à agir. Madame Lee, il est temps de rendre justice aux Rohingyas. Oui, bien sûr. On a déjà perdu trop de temps. Comme chacun sait, une justice en retard est un déni de justice. Les généraux qui ont ordonné ces crimes atroces doivent être poursuivis, comme tous les autres responsables. Qui sont ces autres responsables à qui la diplomate fait référence? Elle qui connaît si bien les rouages de l'appareil politique birman. Au début de son mandat, Yanghee Lee rencontre régulièrement la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. En 2015 déjà, la dame de Rangoon refusait de se prononcer sur la question des Rohingyas,
J'avais tout de même pu la rencontrer furtivement pendant sa campagne électorale. Que pensez-vous de la situation des Rohingyas dans ce pays? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Les droits de l'homme sont respectés pour les Rohingyas? C'est un problème complexe, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre comme ça en passant. Une fois nommée première ministre, sa position est encore plus claire. C'est celle des militaires avec qui elle partage le pouvoir. Yang Gili et la prix Nobel de la paix ont longtemps été très proches. Pour la première fois, la diplomate sud-coréenne révèle le contenu de leur dernier entretien. J'étais en tête-à-tête avec elle, une rencontre très privée, on pouvait aborder tous les sujets. Nous avions alors d'excellentes relations. Elle me demandait des nouvelles de mon père, de ma mère, on parlait famille. Mais quand je l'ai rencontrée juste après son élection, j'ai prononcé le mot « Rohingya » devant elle. Et là, elle m'a dit « Ah non, on ne doit pas utiliser ce mot ». Je lui ai alors répondu « Je ne peux pas utiliser autre chose par principe, je dirais Rohingya ». Bien que mandatée par les Nations Unies, la diplomate n'a pu se rendre qu'une seule fois dans la province de l'Arakan. Quand je l'ai revue en juillet 2017, elle en voulait vraiment aux Nations Unies. Et je lui ai demandé l'accès à d'autres zones. Et là, elle m'a dit, si vous continuez à raconter les choses d'un point de vue occidental, vous n'aurez plus aucun accès. Trois jours plus tard, Aung San Suu Kyi fait voter le Parlement birman pour retirer son accréditation à la diplomate. Yang Gili est expulsé de Birmanie dans la foulée. Aung San Suu Kyi est prix Nobel de la paix. Elle a utilisé ce capital sympathie pour couvrir les opérations menées par l'armée. À chaque fois que la communauté internationale a dit « Regardez, nous avons des rapports, nous avons des preuves », elle s'est fait rouler dans la farine par Aung San Suu Kyi, qui utilisait son image pour couvrir l'armée en campagne de génocide. C'est de la complicité de génocide. Aung San Suu Kyi devrait être poursuivie pour complicité de génocide. Si l'image d'Aung San Suu Kyi est ternie par la crise des Rohingyas, ceux qui ont créé le chaos en Arakan savent très bien en tirer profit. Après 50 ans de dictature, la Birmanie entame en 2011 une transition vers la démocratie. Un transfert du pouvoir des militaires vers les civils. Dans les faits, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Un hold-up des généraux sur le pouvoir. À qui profite la destruction des Rohingyas? À qui profite ce génocide? Les militaires voulaient prouver aux Birmans qu'ils avaient encore besoin d'une telle force armée. Avec l'arrivée de la démocratie, la question était « Avons-nous encore besoin d'un pays autant militarisé ?» Les généraux ont donc créé des problèmes comme celui des Rohingyas pour que le pays se rassemble autour de ses sauveurs. Au final, ils sont restés au pouvoir. Ils conservent le contrôle total du pays. Leur stratégie est un succès. Ce tour de passe-passe n'a pas seulement servi les généraux sur le plan politique. Ils pourraient aussi très vite garnir leur portefeuille.
On sait que l'Arakan est très riche en ressources. On sait aussi que les militaires veulent mettre la main sur les richesses qui sont là-bas. Ça ne devrait pas être l'une des régions les plus pauvres de Birmanie. Nous avons des preuves, des rapports, qu'il y a de l'uranium dans l'Arakan, qu'il y a du nickel, qu'il y a aussi des terres rares. C'est un secret d'État. Vous n'avez accès à aucune information là-dessus. Il n'y a pas de données. Pour exploiter ces ressources, vous ne pouvez pas avoir des gens qui vivent là. Après avoir chassé les indésirables, la Birmanie prétend aujourd'hui être prête à les accueillir à nouveau sur son sol. C'est du moins le discours officiel, adopté sous la pression internationale. Les autorités nous conduisent à la frontière. C'est par ce pont que des centaines de milliers de Rohingyas sont censés revenir. 3 minutes. 3 minutes, hein. C'est juste pour faire la photo. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, c'est l'endroit où nous allons recevoir les gens quand ils vont revenir. C'est par ici qu'ils vont rentrer. Toi, explique-lui tout. Il faut y aller là, il faut leur montrer la suite. C'est dans ce camp totalement vide que les autorités birmanes promettent d'accueillir les Rohingyas. Des camps gardés par les mêmes brigades qui les ont chassés de leur village. Dans ces bâtiments, des fonctionnaires attendent les candidats au retour. La mise en scène est très soignée. Vous attendez comme ça toute la journée? Oui, tous les jours, de 9h à 16h30. Et il y en a beaucoup qui sont revenus? Un groupe de 5 et un groupe de 6. En 6 mois, seulement 2 familles seraient rentrées. Ici, c'est le bureau de l'immigration pour la vérification. C'est ici que nous allons enregistrer tous ceux qui vont rentrer. Et après, nous allons leur donner la carte de vérification nationale. Cette carte est la condition de leur retour. Une fois qu'ils auront obtenu cette carte, ils pourront faire une demande de pièce d'identité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont birmans. Cette carte veut simplement dire que celui qui la possède est un immigré, qu'il est venu en Birmanie pour y vivre. S'ils l'acceptent, les Rohingyas renient leur nationalité birmane. Tous la refusent. Nous allons aussi vérifier si ces gens ont réellement vécu dans notre pays ou pas, et s'ils sont des terroristes. Si ce sont des terroristes, nous allons informer les autorités pour les sanctionner. Il y a des cellules ici pour les détenir. Des menaces, en guise de bienvenue. La dernière étape de la visite, un camp sur la frontière, en territoire birman. Ces Rohingyas ont préféré rester dans leur pays. La Birmanie les a enfermés derrière ces murs de barbelés. Comment croire alors au retour d'1 million d'exilés? Aux promesses du pays qui les a martyrisés?
Que vont devenir les Rohingyas? Le Bangladesh peut-il les assimiler ou les intégrer dans sa société? Leur culture a-t-elle un avenir? Aujourd'hui, le génocide continue. Alors on doit se poser deux questions. Comment leur permettre de retourner chez eux et de sauver leur culture? Que faire pour que ces gens vivent à nouveau ensemble? Si nous ne faisons rien, le génocide va se poursuivre. Chaque jour, le monde y participe. Sans garantie pour leur sécurité, sans reconnaissance de leur identité, les Rohingyas ne souhaitent pas retourner sur leur terre. L'une des minorités les plus persécutées au monde attend qu'on lui rende justice.